Le 12 janvier 1945 marqua le début de l'une des offensives les plus brutales sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2 millions de soldats soviétiques se lancèrent contre les forces allemandes affaiblies, incapables de résister à l'assaut. Lorsque les troupes soviétiques franchirent pour la première fois la frontière allemande, ce qu'elles découvrirent les laissa stupéfaites. Habitués à la dévastation et à la pauvreté laissée par la guerre sur leur propre territoire, ils furent frappés par les maisons robustes en briques, les jardins bien entretenus et les infrastructures modernes. Beaucoup, trompés par la propagande soviétique qui dépeignait l'Allemagne comme un pays réservé uniquement à l'élite, pensèrent qu'il s'agissait de propriétés de nobles riches. La colère, l'envie et la stupeur se transformèrent rapidement en une vague de destruction, avec des pillages et des actes de vandalisme qui ravagèrent les foyers et les biens. La haine et la fureur, la réaction des Soviétiques face à la vie allemande. Ce fut la première fois que les soldats de l'Armée rouge posaient le pied à l'intérieur des frontières originelles du Troisième Reich, qui jusque-là dominait la moitié de l'Europe presque sans effort et était considérée comme invulnérable. En raison de cela, la panique s'empara de la population civile allemande, provoquant d'immenses exodes désespérés, ainsi que des tragédies incalculables, comme celle survenue à Demmin, dont nous parlerons plus tard. On estime qu'entre 8 et 10 millions de civils allemands se sont lancés dans une fuite désespérée en direction de Berlin, afin d'échapper aux soldats soviétiques. Cette fuite fut complètement désorganisée et même rejetée par la Wehrmacht elle-même, car en plus de nécessiter tous ceux qui pouvaient combattre, l'hiver était tombé, avec des températures atteignant 20 degrés en dessous de zéro. Beaucoup d'Allemands périrent de froid, de faim, d'épuisement ou sous les bombardements des Alliés. Cela ressemblait à des marches de la mort, mais cette fois, c'étaient les Allemands eux-mêmes qui en étaient les victimes. Cependant, le sort de ceux qui restaient derrière, ou qui préféraient se retrancher dans leurs maisons et leurs villages, fut bien pire. Les soldats soviétiques étaient animés par une soif de sang viscérale, les poussant à commettre des massacres brutaux, des abus et des tortures contre tout ce qui croisait leur chemin. Il est également important de comprendre que, parmi les 2,5 millions de soldats soviétiques qui balayèrent le front oriental, la grande majorité étaient des criminels libérés des infâmes goulags. Cela leur conférait déjà une nature profondément sinistre et violente. À l'image des anciens barbares, des légendes teutones, l'armée de Staline ravagea l'Allemagne comme une gigantesque machine à broyer la chair. Lorsque les troupes de première ligne entrèrent en territoire allemand, elles furent confrontées à un paysage bien différent de celui auquel elles s'attendaient, du moins de la vision barbare et sinistre que le ministère de la propagande de Staline leur avait dépeinte pendant des années. L'Union soviétique s'était efforcée de construire la narration selon laquelle elle représentait le paradis des ouvriers et des paysans. Cependant, lorsque les hommes de Staline virent les immenses maisons allemandes, aux vastes étages, avec des toits en tuiles et briques et de grands jardins, ils furent complètement stupéfaits. Initialement, ils crurent qu'il s'agissait de demeures appartenant à de grands oligarques allemands représentant de la classe haute qu'ils avaient combattu lors de la Révolution. Leur instinct fut plus rapide que leur conscience, et ils commencèrent à détruire les bâtiments, ravageant également tout ce qu'ils trouvaient à l'intérieur. Mais les rangées de maisons semblaient interminables, et peu à peu ils comprirent qu'il ne pouvait pas y avoir autant de riches en Allemagne. Toutes les habitations rencontrées semblaient être des demeures de luxe, du moins selon la perspective d'un pauvre soldat soviétique ayant passé les 4 dernières années dans un goulag. Bien que les interrogations aient commencé à surgir, cela n'arrêta pas la destruction. Tout ce qui pouvait brûler fut incendié. Ils ne se soucièrent même pas des pertes stratégiques qu'impliquait un tel niveau de brutalité. La nuit venue, les soldats n'avaient parfois nulle part où s'abriter du froid, mais malgré cela, chaque village était réduit en cendres. On apprit plus tard que, outre la haine envers les Allemands, cette destruction avait pour but d'empêcher les troupes soviétiques de seconde ligne de trouver refuge ou d'accéder aux biens une fois arrivés sur les lieux. Les soldats des avant-gardes savaient que derrière eux venaient les officiers, qui avaient pour ordre de leur tirer dans le dos s'ils tentaient de fuir ou s'ils manifestaient le moindre geste de trahison. C'est pourquoi ils les surnommaient les sangsues de l'état-major ou les porcs de l'arrière-garde. Dans leur propre pays, la plupart des maisons étaient faites de bois.
En Allemagne, toutes celles qu'ils voyaient leur semblaient opulentes. Ils furent aussi étonnés par la richesse apparente des foyers allemands. Notamment, ils remarquèrent que la majorité des maisons contenaient des pianos, un instrument musical très commun en Allemagne et au Royaume-Uni, mais qui, en Union soviétique, était un symbole de richesse tsariste. Les postes de radio, les grands chandeliers et les buffets en cristal attirèrent également leur attention. Comment était-il possible que tout le monde vive comme des rois? Ils ignoraient que la plupart de ces biens avaient été expropriés à des millions de juifs et redistribués au sein de la société aryenne allemande. Toutes ces découvertes accentuèrent la rage des soviétiques, qui ressentaient maintenant une profonde jalousie et un désarroi envers l'ennemi. Ils commencèrent également à penser que leurs supérieurs leur avaient menti à propos du monde extérieur à l'URSS. Cela ne fit qu'attiser leur soif de vengeance. Beaucoup de soldats de l'armée rouge se demandaient « Pourquoi ces Allemands, qui vivent comme des tsars et des rois, ont-ils envahi nos terres, alors que dans notre pays, par rapport aux leurs, il n'y a que misère ?» Un officier soviétique qui tenta de calmer la violence de ses troupes reçut comme réponse une lettre disant « Comment pouvons-nous bien traiter ces Allemands? Ils ne manquent de rien, ils sont bien nourris. Ils possèdent de belles habitations et du bétail, ils ont des hectares de vergers avec des pommiers, et pourtant, ils ont envahi nos terres. Ils sont venus jusqu'à ma ville, située à plus de 1000 kilomètres d'ici. Rien que pour cela, capitaine, nous devrions tous les étrangler. L'ennemi intérieur, la frustration qui mena au massacre. Les soviétiques ne considérèrent plus les nazis comme des ennemis, les attaquant pour des terres ou des richesses, comme c'était souvent le cas dans la plupart des guerres à travers le monde. Ils les voyaient désormais comme des riches sadiques, dont le seul objectif était de semer le chaos sur Terre. Bien sûr, les soldats soviétiques envoyaient des lettres à leurs familles pour raconter tout ce qu'ils voyaient au cours de leur campagne, ce qui déplut au NKVD et au ministère de la Propagande. Ces récits pouvaient démontrer au peuple soviétique que, sous le régime d'Hitler, les Allemands avaient prospéré. Cette situation força les départements de censure postale à multiplier les heures supplémentaires pour cacher toutes les informations que les soldats révélaient dans leur correspondance. Staline ordonna à ses officiers de fournir du papier vierge aux soldats, car ces derniers, faute de matériel, utilisaient des photographies, des pamphlets ou des cartes postales allemandes contenant des images anticommunistes qui causaient des troubles au sein du Parti communiste. Les soviétiques ne laissèrent aucune pierre sur pierre. Tout ce qui pouvait être pillé fut pillé. Ce qui ne pouvait être emporté ou était fixé au sol fut brûlé. Tout ce qui bougeait était fusillé. Le sang coulait comme des rivières à travers les villages allemands, tandis que les flammes léchaient l'obscurité de la nuit. Pendant ce temps, la marée rouge avançait inexorablement, telle une lente mais implacable marche d'ours, en direction de Berlin. En progressant dans le territoire du Troisième Reich, les forces de Staline découvrirent des prisonniers soviétiques, capturés principalement lors de l'opération Barbarossa. Ces prisonniers se trouvaient dans différentes conditions, comme travailleurs forcés dans un état déplorable d'esclavage, prisonniers de guerre, traîtres ayant changé de camp ou simplement exilés travaillant volontairement pour les Allemands, mais dans des conditions humiliantes. Beaucoup de ces hommes et femmes soviétiques affirmaient que, si le traitement des Allemands était mauvais, celui que leur réservaient leurs propres compatriotes était encore pire. Les traîtres étaient exécutés sur le champ, sans la moindre trace de compassion. Peu importait qu'un soldat rencontre un ancien camarade ou voisin, il savait que s'il ne lui tirait pas une balle dans la tête, c'était lui qui en recevrait une. Les officiers ne plaisantaient pas. Certains hommes encore aptes au combat, après avoir survécu aux interrogatoires, étaient nourris sommairement et intégrés à l'armée rouge pour être envoyés comme chair à canon en première ligne de la dernière offensive vers Berlin. Toutefois, la grande majorité d'entre eux furent renvoyés dans les goulags après avoir survécu à la Grande Guerre. Les femmes soviétiques captives subissaient un sort comparable à celui des femmes allemandes, avec tout ce que cela impliquait, bien que nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Pour la première fois en 30 ans, les Allemands se retrouvaient contraints de fuir leur foyer. C'étaient désormais eux qui devaient tout abandonner pour se lancer dans une marche interminable vers Berlin, avec un ours affamé à leur trousse. Évidemment, la décision des dirigeants nazis de cacher l'état réel de la situation n'aida pas à prévenir la population civile du Reich. La majorité d'entre eux ne découvraient l'arrivée de l'armée rouge qu'en voyant des colonnes de fumée s'élever à l'horizon, là où les maisons brûlaient,
bien que les actualités affirmaient que les combats se déroulaient aux alentours de Varsovie et que les forces de Staline étaient contenues en Pologne par la Wehrmacht, la réalité était tout autre. Les défenses du front oriental s'étaient totalement effondrées. Durant les premiers jours de l'offensive, les colonnes de blindés soviétiques avançaient de dizaines de kilomètres chaque jour vers Berlin, sans rencontrer de résistance capable de les arrêter. Cependant, les réfugiés atteignaient les villages et transmettaient des récits sur ce que le Führer tentait de dissimuler. Les histoires d'atrocités commises par les soviétiques sur des enfants, des femmes et des personnes âgées, ainsi que les récits de la dévastation et des pillages massifs, commencèrent à se propager parmi la population de l'Est du Reich. L'opinion publique surpassa les mensonges et la propagande bienveillante véhiculée par le ministère de Goebbels. La direction nazie n'eut d'autre choix que de transmettre officiellement des nouvelles véridiques et d'informer la population du sort qui les attendait s'ils ne parvenaient pas à surmonter cette situation. Ils avaient deux options: combattre, peu importe leur âge ou leur condition physique, ou être brutalement massacrés par les hordes barbares de Staline. Hitler déclara que se rendre n'était pas une option. Il imita Staline, qui, durant l'été 1942, lors de l'invasion de l'Union soviétique, avait instauré l'ordre numéro 227, mieux connu sous le nom d'édit « Pas un pas en arrière », ordonnant aux officiers de fusiller les soldats qui tentaient de fuir ou de se rendre. De la même manière, les officiers de la SS et de la Wehrmacht reçurent l'ordre de tuer tout Allemand qui n'était pas déterminé à défendre sa patrie. À cette époque, il n'était pas rare de voir des enfants de 9 ou 10 ans, armés, portant des uniformes trop grands pour eux, se cacher derrière des ruines en attendant l'arrivée des Soviétiques. Il était également courant de voir des vieillards de plus de 70 ans, maniant leurs fusils avec des mains tremblantes et des yeux embués de peur, prêts à donner leur dernier souffle pour protéger la volonté d'Hitler. Mais les Soviétiques étaient jeunes et remplis de haine. La peur surpassa le patriotisme et l'obscurité s'empara des âmes allemandes, en particulier dans les villages proches de Berlin, où la désespoir plongea la population civile dans une profonde dépression. Comme le feraient plus tard les dirigeants nazis, beaucoup choisirent de mettre fin à leur souffrance par leurs propres moyens, préférant une mort rapide à l'enfer qui les attendait. Mort par peur, la tragédie de Demmin. Demmin reste encore aujourd'hui le paradigme d'un des épisodes les plus tristes et représentatifs des derniers moments de la Seconde Guerre mondiale. La vague de suicides qui s'est propagée à travers tout le Reich face à l'arrivée imminente des Soviétiques. En 1945, Demmin était une petite enclave de 15 000 habitants, située à 156 km au nord de Berlin, dans l'actuelle Poméranie occidentale. En 3 jours, plus de 10% de la population s'était donné la mort. Des fils tuaient leurs propres parents avant de mettre fin à leur jour. Des mères privaient leurs enfants de vie avant de se jeter dans les eaux des 3 rivières qui entourent la ville. Des enfants survivaient à leur mère et des mères survivaient à leurs enfants. Certains se coupaient les veines, d'autres se tiraient une balle, avalaient du cyanure ou se pendaient aux arbres des bois environnants. L'horreur indicible, semblable à une sombre divinité, s'empara de cette ville qui vécut une tragédie digne de la plus terrifiante littérature gothique. Un sentiment d'irréversible fatalisme parcourut toute l'Allemagne dans les derniers jours de la guerre. Les chiffres des morts à travers le pays suggèrent que plus de 100 000 personnes ont choisi de suivre le sort d'Hitler. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, consomma du cyanure avec son épouse Magda après avoir assassiné leurs 6 enfants. Heinrich Himmler, le redouté chef des SS et responsable des camps de concentration et d'extermination du Reich, choisit de se suicider plutôt que d'accepter la défaite, affronter ses crimes ou tomber entre les mains redoutées de l'armée rouge. Ce sentiment de désespoir résigné, d'abattement fataliste et de fascination morbide pour la mort s'incarna à Demmin. Là-bas, des facteurs clés jouèrent un rôle crucial. Le fanatisme nazi, la certitude que l'arrivée des troupes soviétiques, animées d'un esprit de vengeance, serait un désastre pour les vaincus, ce qui fut effectivement le cas. Le sentiment de culpabilité face aux crimes de guerre et aux massacres perpétrés dans les camps d'extermination par les nazis à travers l'Europe engendra une hystérie collective et un effet de contagion qui diffusèrent l'idée que tout était perdu, qu'il n'y avait plus aucune raison de vivre. À la même heure où Hitler pointait une arme sur sa propre tempe pour en finir, peu après 3 heures de l'après-midi,
les troupes soviétiques encerclaient Demmin, qui avait été abandonné à son sort. Les officiers nazis de la Wehrmacht ainsi que tous les dirigeants civils du Reich avaient quitté la ville, dont la population avait presque doublé avec l'arrivée massive de réfugiés de l'Est, poursuivis par l'armée rouge. Lors de leur retraite, les troupes allemandes avaient reçu l'ordre de brûler tous les accès à Berlin. Par conséquent, elles détruisirent les ponts sur les rivières Pine, Tolins et Trebel pour ralentir ou arrêter l'avancée soviétique. Mais en faisant cela, elles laissèrent les habitants de Demmin sans aucune possibilité de fuite. À ce moment-là, un instituteur de Demmin nota dans son journal « La mort elle-même, poussée par la folie, nous interrogeons sur le sens de la vie ». Ces mots, apparemment cryptiques, prirent tout leur sens face aux centaines de cadavres découverts par la suite. Les habitants avaient commencé à se tuer, ignorant qu'Hitler était mort et encore moins qu'il s'était suicidé. 21 personnes s'étaient déjà donné la mort avant même l'arrivée des Soviétiques à Demmin. Elles appartenaient à la première vague fatale, un contingent de civils terrifiés par l'arrivée des Soviétiques et par ce que la propagande nazie et les rumeurs avaient prédit concernant leur conduite, massacres, exécutions, viols de masse. Ces rumeurs exagéraient les actes des Soviétiques, mais pas tant que cela. L'historien Volker Ulrich, dans son livre « 8 jours de mai », qui décrit comment l'Allemagne a vécu la fin de la guerre, révèle une lettre qu'un soldat soviétique de Tiraspol écrivit à sa famille en janvier 1945. « Maintenant, les mères allemandes vont maudire le jour où elles ont donné naissance à leurs enfants. Maintenant, les femmes allemandes connaîtront la terreur de la guerre. Maintenant, elles vivront ce qu'elles ont infligé à d'autres peuples. » Il n'était pas le seul soldat animé par un désir de vengeance. Presque tous les membres du 65e corps d'armée soviétique et du 1er corps blindé avaient perdu un ami ou un parent sous l'occupation nazie, entre l'invasion de l'URSS en 1941 et le début de la retraite allemande après la défaite de Stalingrad en janvier 1943. Ces pertes faisaient partie des 20 millions de morts que l'Union soviétique déplora durant l'opération Barbarossa, l'offensive qu'Hitler avait lancée pour conquérir les terres gouvernées par Staline. À 3h30 de l'après-midi le 30 avril, des drapeaux blancs flottaient sur les bâtiments publics de Demmin et au sommet du clocher de son église principale. 3 négociateurs soviétiques, accompagnés d'un officier allemand, proposèrent aux habitants de la ville une reddition pacifique, promettant qu'ils ne seraient pas inquiétés et qu'aucun pillage n'aurait lieu. Cependant, les Allemands ne répondirent pas avec diplomatie. Les négociateurs furent abattus par des snipers appartenant aux jeunesses hitlériennes. Cet acte provoqua une fureur terrible qui aurait pu être évitée. La nuit venue, après un coucher de soleil trompeusement paisible, les Soviétiques commencèrent à piller et incendier la ville dans une folie de violence qui dura 3 jours. Ils abusèrent de presque toutes les femmes, fusillèrent ceux qui osaient protester et détruisirent 80% de la ville en la réduisant en cendres. Des rivières de sang, Demmin se teintent de rouge. Lors d'un épisode tragique de l'histoire de Demmin, de nombreuses familles prirent des décisions désespérées dans le chaos et l'incertitude. Beaucoup de femmes mirent fin à la vie de leurs enfants avant de se suicider elles-mêmes ou se jetèrent dans les eaux des rivières avec des pierres dans leurs vêtements et leurs enfants dans les bras. Mais tous ces actes désespérés ne furent pas couronnés de succès. Certaines mères, après avoir noyé leurs enfants, furent incapables de se jeter elles-mêmes à l'eau. Dans d'autres cas, les doses de poison administrées tuèrent les enfants, mais ne suffirent pas à ôter la vie aux adultes. De nombreux enfants émergèrent des eaux et survécurent à leurs parents. D'autres habitants, après avoir échoué dans leur première tentative de suicide, employèrent d'autres méthodes pour mettre fin à leur jour. Les témoignages racontent le cas d'une mère et de sa fille, violées à plusieurs reprises, qui tentèrent d'abord de mourir dans la rivière Pine avant de finalement succomber chez elles. De nombreux suicides furent interrompus par les troupes soviétiques qui sauvèrent des habitants des eaux ou soignèrent des blessures aux poignets causées par des couteaux ou des lames de rasoir. Un témoin, alors jeune garçon en 1945, se souvient « Ma mère aussi a été violée. » Ensuite, avec nous et nos voisins, elle s'est précipitée vers la rivière Tolens, prête à y sauter. Je l'ai arrêtée, je l'ai sortie de cet état de transe dans lequel elle était. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de cris, tout le monde était prêt à mourir. Les adultes demandaient aux enfants « Voulez-vous vivre ?»
La ville brûle, une telle et une telle sont morts. Et les enfants répondaient « Non, nous ne voulons plus vivre ». Ainsi, les gens se dirigeaient vers les rivières. Même les Russes étaient horrifiés et essayaient d'empêcher les suicides ou de sauver les Allemands des eaux. Toute la ville était en panique. Bärbel Schreiner, âgée de 6 ans à l'époque de ces événements tragiques, faillit être l'une des victimes. Elle fut sauvée par les 4 mots de son grand frère. Leur mère les avait emmenés à la rivière Pine, déjà remplie de cadavres. Son frère regarda leur mère et lui dit « Maman, pas nous, n'est-ce pas ?» 7 décennies plus tard, la voix brisée par l'émotion, Bärbel raconte « Je me souviens encore de l'eau rougie par le sang. Sans ces mots de mon frère, je suis convaincu que ma mère nous aurait noyés tous les deux. À Demmin, comme dans de nombreuses autres régions d'Allemagne, même à Trampark, en banlieue de Londres, où des officiers allemands prisonniers de guerre étaient détenus par les Britanniques, la nouvelle de la mort d'Hitler fut accueillie presque avec indifférence, accompagnée de haussements d'épaules. Quelques-uns, bien rares, se demandèrent comment il avait été possible que tant de gens croient en cet homme. La compositrice et écrivaine Carla Höcker nota dans son journal un incident survenu le 2 mai dans un abri anti-aérien de la capitale du Reich. Un responsable local du parti nazi annonça d'un ton grave « Hitler a été déclaré mort ». Une femme répondit « Eh bien, tout va bien maintenant ». Et elle sourit. Combien d'Allemands sont morts à Demmin? On ne le saura jamais avec exactitude. De nombreux corps, plus de 900, furent enterrés dans des fosses communes au cimetière de Bartholomä. D'autres furent placés dans des tombes identifiées à l'initiative des familles. Au moins 500 décès furent consignés dans un registre improvisé tenu dans un entrepôt qui servait de bureau d'état civil. Des semaines après les funérailles, des cadavres flottaient encore dans les rivières. Les vêtements et objets personnels des défunts formaient une barrière de 2 mètres de large le long des berges. Avec l'Allemagne divisée en deux, l'Ouest sous contrôle allié et l'Est sous contrôle soviétique, Demmin fut placé du côté soviétique. Les suicides massifs de ses habitants, ainsi que les pillages et abus perpétrés par les troupes russes, devinrent des sujets tabous ou interdits. Les sites des fosses communes furent abandonnés et parfois utilisés pour cultiver de la betterave sucrière. Seul un monument solitaire, avec l'année 1945 gravée dans la pierre, suggérait qu'un événement lié à la Seconde Guerre mondiale avait eu lieu sur ce site. En revanche, les Soviétiques érigèrent un obélisque au centre de la ville, en hommage à leurs soldats tombés dans la région. Le musée de Demmin a recensé 2300 morts dus à la guerre et à la famine qui s'abattit sur la ville entre 1946 et 1947. En 1989, alors que le communisme vacillait, le parti communiste local accusa la Wehrmacht et les jeunesses hitlériennes d'être responsables de la destruction de la ville. Quant aux atrocités commises contre la population, pillages, abus, assassinats et exécutions, elles furent attribuées à des Allemands déguisés en soldats soviétiques. Très peu de documents de la République démocratique allemande ont évoqué ces événements. Un rapport interne daté du 15 mai 1945, retrouvé dans les archives, mentionnait plus de 700 morts et 355 blessés, 65 maisons détruites, environ 80% de la ville en ruine et plus de 700 habitants ayant mis fin à leurs jours de leurs propres mains. Ce n'est qu'après la chute du communisme que certains témoins, alors enfants en 1945, osèrent parler de la tragédie. La vengeance des dépossédés, les abus brutaux contre les femmes du Troisième Reich, Hambourg, 1er mai 1945. Wagner jouait à la radio. Un mouvement fut brusquement interrompu. Une voix étouffée annonça que, dans quelques minutes, des nouvelles importantes allaient être diffusées. Une annonce grave et capitale, disait-elle. Wagner continua de raisonner. Il était 9h30 du soir. La nouvelle se répandit à travers l'Allemagne. Dans presque toutes les maisons du pays, les gens s'assirent pour attendre, immobiles, les yeux rivés sur leur poste de radio. Mais à ce stade, ils savaient déjà qu'aucune nouvelle ne pouvait être bonne. Plus d'une heure après l'annonce, après l'appel à prêter attention, après Bruckner, la voix de l'amiral Karl Dönitz se fit entendre. Solennelle, marquée par la tristesse et l'inquiétude dans chaque syllabe prononcée. Les certitudes du passé s'étaient évaporées. Hommes et femmes allemands, soldats de nos forces armées,
Notre Führer, Adolf Hitler, est tombé. Il affirma qu'Hitler était mort en combattant l'ennemi, et il ne donna pas beaucoup de précisions sur les circonstances de son décès. Il précisa qu'il avait été désigné comme successeur, insista sur la nécessité de se défendre contre les bolcheviks et que la lutte devait continuer. Berlin était un chaos de décombres, de cadavres, de personnes errant sans destination, de famines atroces, de puanteurs et de crimes horribles. Un paysage post-apocalyptique. Les troupes soviétiques pillaient ce qui restait encore debout et assouvissaient leurs désirs sexuels en violant chaque femme qu'elles croisaient. Les soviétiques nourrissaient une haine profonde envers les nazis. Toute revanche leur semblait légitime. Rien ne leur paraissait excessif. Ils étaient habités par la conviction que les Allemands méritaient le pire. La complaisance et l'absence de sanctions de la part des autorités de la force victorieuse y contribuèrent. L'impunité était la norme. Le froid était intense. Ceux qui marchaient le faisaient lentement, couverts avec ce qu'ils avaient trouvé, ce qu'il leur restait ou ce qu'ils avaient pu prendre à un mort. Bouches et nez couverts de foulards sales, la poussière rendait l'air irrespirable. Leurs regards étaient vides. Tout autour, chaque bâtiment visible était détruit. Il ne restait que des structures rongées par les bombes. Dans toute la ville, il n'y avait probablement plus une seule vitre intacte. À travers ces ouvertures, des flammes surgissaient. Il était impossible de distinguer la rue de ce qui avait été le trottoir. Les gravats s'accumulaient en désordre sur chaque mètre carré. Des colonnes de fumée, dressées et fantomatiques, servaient de toile de fond. Berlin, mai 1945. Celui qui pensait que le pire était passé se trompait. Le général soviétique Berzarin ordonna l'installation de cuisines de campagne dans les rues détruites pour nourrir la population civile. Les grands entrepôts de nourriture, qui étaient auparavant vendus au marché noir, furent pillés par les soldats soviétiques, qui utilisèrent ces provisions pour calmer leur faim et satisfaire d'autres appétits. Au-delà du troc qui commença à se mettre en place comme solution temporaire, de nombreux Allemands se mirent aussi à voler. Un nouveau terme apparut, Fringsen, qui signifiait quelque chose comme voler pour subsister ou pour survivre. Il provenait des paroles d'un cardinal de Cologne, Joseph Frings, qui avait béni ceux qui volèrent par nécessité, uniquement pour nourrir leur famille. Il existe aussi des rumeurs selon lesquelles, face à une telle détresse, certains auraient eu recours au cannibalisme. La ville devint un terrain de chasse pour les femmes de tous âges. Les soldats soviétiques s'adonnèrent à des abus sous toutes les circonstances. Adolescents, adultes, femmes âgées, malades ou en bonne santé, furent soumises à des soldats qui célébraient bruyamment chacun de ces actes violents. Des filles de 12 ans aux femmes de 70 ans ou plus, la majorité fut violée à plusieurs reprises. Certaines subirent jusqu'à 60 viols. On estime que 10 000 femmes moururent à la suite de ces événements, que ce soit directement à cause des agressions subies, des complications liées aux avortements, ou parce qu'elles décidèrent de mettre fin à leur jour. À mesure que les Soviétiques prenaient possession du cœur du Troisième Reich, des centaines de milliers de cas de viol de femmes allemandes furent recensés. Si la grande majorité de ces crimes furent commis par des troupes soviétiques, il existe cependant des archives mentionnant la participation de soldats américains, britanniques et français à ces abus. En général, ces affaires furent passées sous silence et restèrent un secret de polichinelle durant presque tout le XXe siècle. Le NKVD, la police secrète de l'Union soviétique, était au courant des viols, mais fit peu pour empêcher le comportement des soldats. C'étaient généralement les unités de l'arrière qui commettaient le plus de crimes contre les femmes allemandes. Ces actes étaient considérés comme un acte patriotique et encouragés par la propagande. L'écrivain soviétique Ilya Ehrenburg écrivait aux soldats « Utilisez la force et brisez l'orgueil racial des femmes allemandes. Prenez-les comme votre butin de guerre légitime. » Le nombre exact de femmes allemandes ayant subi des abus de la part des soldats soviétiques reste inconnu, mais certaines sources l'estiment à plusieurs centaines de milliers. D'autres, plus pessimistes, évoquent le chiffre de 2 millions. Les premiers signalements d'agressions sexuelles sur le territoire allemand remontent au 21 octobre 1944, lorsque les troupes de l'armée rouge traversèrent la rivière Angrapa, à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Ce même jour, les Soviétiques perpétrèrent le massacre de Nemmersdorf, au cours duquel 71 personnes furent tuées, dont de nombreuses femmes qui, avant d'être exécutées, subirent toutes sortes de sévices.
L'un des témoignages les plus effroyables fut fourni par l'historien William Hitchcock. Selon ses recherches, dans de nombreux cas, les femmes subissaient plusieurs agressions. Dans les cas les plus graves, elles pouvaient être victimes de jusqu'à 70 viols en très peu de temps, entraînant des grossesses non désirées et des épidémies de maladies sexuellement transmissibles. On estime qu'à Berlin, environ 100 000 femmes furent violées, ce qui augmenta considérablement le nombre de soins médicaux et d'avortements enregistrés dans les hôpitaux de la ville. En fin de compte, ce fut une catastrophe sanitaire, avec environ 10 000 décès recensés à la suite d'interventions médicales liées aux violences sexuelles. On estime qu'au total, 240 000 femmes périrent à la suite de violences sexuelles. Toutes les sources sur la Seconde Guerre mondiale ne viennent pas d'historiens analysant le passé avec un regard contemporain. Les témoignages des personnes ayant vécu ce moment terrible ont une valeur inestimable. L'un des plus précieux est le journal du jeune lieutenant ukrainien Vladimir Gelfand, qui se trouvait parmi les troupes soviétiques encerclant la capitale allemande en 1945. L'un des passages les plus marquants fut écrit le 25 avril. Le lieutenant se promenait le long de la rivière Spree lorsqu'il croisa un groupe de femmes allemandes transportant des valises et de vieux vêtements. Dans un allemand approximatif, il leur demanda pourquoi elles fuyaient leur domicile. En larmes, les femmes lui répondirent qu'au moins 20 soldats russes les avaient attaquées la nuit précédente et s'étaient relayés pour les violer. Ces événements ne furent que peu diffusés. Le silence et la dissimulation prédominèrent pendant des décennies. Les raisons étaient diverses. D'une part, le régime soviétique démentit et balaya les accusations. Comme il en avait l'habitude, le Kremlin affirma qu'il s'agissait d'une campagne de diffamation orchestrée par l'Occident, soutenant que le nouvel homme communiste était incapable de tels actes. Les chiffres avancés par les historiens sont effrayants. On estime qu'environ 2 millions de viols furent commis dans toute l'Allemagne durant cette période. Certaines femmes furent abusées par 20 hommes se relayant. Les enfants nés 9 mois plus tard furent appelés les bébés russes. Opprimés et oppresseurs, la libération des camps de concentration nazis. À mesure que l'armée rouge progressait sur le front oriental, elle ne se contentait pas de capturer les villes allemandes, les soldats d'Hitler et leurs familles. Elle découvrait aussi, avec stupéfaction, les camps de concentration et d'extermination nazis. Ces camps furent libérés au prix de batailles sanglantes, mais certains furent ensuite utilisés par les soviétiques à leurs propres fins. Parmi les comportements méconnus que nous évoquons ici, il est important de souligner que les soviétiques transformèrent certains de ces camps en prisons improvisées après leur libération. Ces goulags temporaires furent utilisés pour détenir à la fois des nazis et des soviétiques accusés de trahison envers le parti ou d'autres infractions mineures pendant l'offensive Vistule-Oder. En juillet 1944, le 8e régiment de la garde soviétique libéra Lublin, et après une courte escarmouche contre les forces allemandes à la périphérie de la ville, arriva au camp de concentration de Majdanek. Bien que les soviétiques aient invité la presse internationale à constater l'horreur des lieux, d'autres nouvelles de la guerre éclipsèrent cet événement. Les nazis, après la découverte de Majdanek, comprirent que les soviétiques allaient probablement découvrir tous les camps d'Europe de l'Est avec leurs prisonniers, gardes et fonctionnaires encore présents. Cette éventualité représentait un immense problème pour le Reich qu'il fallait éviter à tout prix. En conséquence, dès janvier 1945, les SS et les unités de police sous contrôle nazi commencèrent à forcer des milliers de prisonniers des camps situés en Pologne, en Prusse orientale, en Silésie et en Poméranie à marcher vers l'ouest, loin de l'avancée de l'armée rouge. Les marches de la mort. Ces marches de la mort, qui s'étendirent sur des centaines de kilomètres, eurent lieu dans des conditions glaciales, sans nourriture ni soins médicaux. Elles causèrent la mort de milliers de prisonniers des camps de concentration ainsi que de prisonniers de guerre alliés. On estime qu'en mars et avril 1945, au moins 250 000 hommes et femmes furent contraints de marcher jusqu'au cœur de l'Allemagne et de l'Autriche, parfois pendant plusieurs semaines d'affilée. Le 27 janvier 1945, à 15 heures, les soldats de la 322e division de fusiliers de l'armée rouge atteignirent Auschwitz. Environ 200 soldats moururent dans les combats autour des camps de Monowitz, Birkenau et Auschwitz I, ainsi que dans les villes d'Oswięcim et de Brzezinka. Pour la majorité des survivants, il n'y eut pas de moment précis de libération.
Lorsque les Soviétiques parvinrent à traverser la marche de la mort qui les séparait du camp, les gardes nazis s'étaient déjà enfuis. Environ 7000 prisonniers avaient été laissés sur place, la plupart gravement malades à cause des conditions de détention. Parmi eux, la majorité étaient des adultes d'âge moyen ou des enfants de moins de 15 ans. Les soldats soviétiques découvrirent également 600 cadavres, 370 000 costumes pour hommes, 837 000 vêtements féminins et 7 tonnes de cheveux humains. Au camp de Monowitz, environ 800 survivants furent retrouvés. Ce camp fut également libéré le 27 janvier par le 60e armée soviétique, rattaché au premier front ukrainien. La stupeur des soldats soviétiques. Les soldats soviétiques, endurcis par les horreurs de la guerre, restèrent néanmoins abasourdis par les conditions des prisonniers d'Auschwitz. Le général Vassili Petrenko, commandant de la 107e division d'infanterie, déclara « Moi qui voyais mourir des gens chaque jour, j'ai été stupéfait par la haine indescriptible des nazis envers des prisonniers réduits à l'état de squelettes vivants. J'avais lu des brochures sur la persécution des Juifs par les nazis, mais elles ne disaient rien du traitement réservé aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. C'est à Auschwitz que j'ai appris le sort des Juifs. » Cependant, dans certains articles de journaux soviétiques tels que Pravda, les rédacteurs, suivant la ligne de la propagande soviétique, omirent de mentionner les Juifs dans leurs récits sur la libération des camps. Les efforts de secours. Dès leur arrivée, les forces libératrices tentèrent de venir en aide aux survivants en organisant des soins médicaux et en distribuant de la nourriture. Les hôpitaux de l'Armée rouge prirent en charge 4500 survivants. Des efforts furent également faits pour documenter les atrocités. En juin 1945, 300 survivants étaient encore présents à Auschwitz, trop faibles pour être déplacés. Les camps nazis transformés en gulags par Staline. Au printemps de 1945, le camp de Sachsenhausen fut préparé pour une évacuation. Le 21 avril, le personnel SS ordonna à 33 000 prisonniers de marcher de force vers le nord-ouest. La plupart des détenus étaient épuisés physiquement et des milliers périrent pendant cette marche de la mort. Ceux qui s'effondraient en chemin étaient exécutés d'une balle. La marche se termina près de Rabensteinfeld au début de mai, laissant encore des milliers de morts derrière elle. Le 22 avril 1945, les Alliés entrèrent dans le camp et sauvèrent les 3400 prisonniers qui y restaient. Après le départ des derniers prisonniers libérés durant l'été de 1945, le camp fut réutilisé comme prison spéciale par l'administration militaire soviétique. De août 1945 à 1950, le camp accueillit des fonctionnaires nazis, des prisonniers politiques, ainsi que des détenus condamnés par des tribunaux militaires soviétiques. La réutilisation du camp sous contrôle soviétique. Au départ, 150 prisonniers furent transférés à Sachsenhausen depuis le camp spécial numéro 7 de la NKVD, situé à Wiesau, près de Verneuchen. À l'exception du crématorium et des installations d'extermination, presque tous les bâtiments de l'ancien camp de concentration furent réutilisés. Les baraquements en bois, la prison du camp, ainsi que les bâtiments de service, où furent installés des bureaux du service secret russe, la NKVD. À la fin de 1945, le camp était à nouveau entièrement occupé, avec 12 000 prisonniers. L'année suivante, le camp accueillit jusqu'à 16 000 détenus, parmi lesquels environ 2 000 femmes vivaient dans une zone séparée du complexe principal. En 1948, Sachsenhausen, désormais rebaptisé Camp spécial Endegruppe 1, devint le plus grand des 3 camps spéciaux de la zone d'occupation soviétique. Sur les 60 000 personnes internées pendant 5 ans, on comptait environ 6 000 officiers allemands transférés depuis des camps gérés par les Alliés occidentaux, ainsi que des fonctionnaires nazis, des anticommunistes et des Russes ayant collaboré avec les nazis. Les conditions de détention et les décès. Lorsque le camp fut fermé au printemps de 1950, au moins 12 000 personnes y étaient mortes, principalement à cause de la malnutrition et des maladies. Quelques mois après la fermeture, les derniers camps soviétiques en Allemagne et en Pologne furent également dissous. Environ 8 000 prisonniers furent libérés du camp spécial numéro 1, tandis qu'un plus petit groupe fut transporté en Union soviétique. Parmi eux figuraient 1119 femmes et une trentaine d'enfants nés dans le camp, surnommés les enfants du pays, Landeskinder, qui furent transférés à la prison pour femmes de Hoheneck à Stolberg.
Le camp numéro 2. La résurrection de Buchenwald. Le camp spécial numéro 2 fonctionna selon le même mécanisme que celui utilisé à Sachsenhausen, mais cette fois dans les vestiges de l'ancien camp de concentration nazi de Buchenwald. Entre 1945 et 1950, Buchenwald fut transformé en camp spécial Endegore II sous le contrôle de la NKVD et intégré au système des goulags soviétiques. Avec le camp spécial Endegore I, Sachsenhausen, il faisait partie d'un réseau de camps spéciaux qui opéra à partir de 1945. Entre août 1945 et la dissolution du camp, le 1er mars 1950, 28 455 prisonniers, dont 1000 femmes, furent détenus par l'Union soviétique à Buchenwald. Selon les archives soviétiques, 7113 personnes périrent dans ce camp, parmi lesquelles Joachim Ernst, duc d'Anhalt. Conditions de détention et décès. Les corps des détenus décédés furent enterrés dans des fosses communes situées dans les forêts environnant le camp. Les familles des victimes ne furent pas informées des décès. Parmi les captifs se trouvaient des personnes soupçonnées d'opposition au stalinisme, des supposés membres du parti nazi ou d'organisations nazies, ainsi que des individus arrêtés suite à des erreurs d'identité ou des détentions arbitraires. Cependant, comme la NKVD interdisait tout contact entre les prisonniers et le monde extérieur, tous subirent le même sort, qu'ils soient coupables ou innocents. Contrairement aux détenus des anciens camps de Sachsenhausen et Bautzen, aucun prisonnier du camp spécial Endegore II ne fut jugé devant un tribunal militaire soviétique. Dissolution et transfert. Le 6 janvier 1950, Sergueï Nikiforovitch Kruglov, ministre de l'Intérieur soviétique, ordonna que tous les camps spéciaux, y compris Buchenwald, soient remis au ministère de l'Intérieur de la RDA, Allemagne de l'Est. Par la suite, des millions de déportés d'Europe de l'Est furent transférés en territoire soviétique, où ils furent envoyés dans des camps de concentration encore plus brutaux que les camps spéciaux, les tristement célèbres gulags.